Dragons, Khaleesi. They could never be tamed. Not even by their mother. C'est vrai que contrôler ses dragons c'est une chose, mais contrôler son accès internet c'est encore mieux. Ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Comment ça tu ignores ce qu'est un VPN? Lorsqu'on navigue sur le net, on laisse des traces et c'est comme cela qu'on expose nos données. Le VPN est un outil qui te rend invisible sur internet, cryptant tes données grâce à un tunnel sécurisé te permettant de naviguer sans être inquiété. Mon utilisation préférée est de pouvoir me géolocaliser où je veux dans le monde, ce qui m'offre la possibilité d'accéder à un catalogue de films et séries sur mes plateformes de VOD préférées comme Netflix, Disney+, ou Prime Video. En plus, un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous pouvez en faire profiter votre entourage, d'autant que c'est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, iOS, Android, etc. C'est simple, rapide et ça ne vous coûte qu'un clic pour entrer dans une nouvelle dimension avec une vitesse d'affichage quasi instantanée et une protection renforcée. En plus, je vous offre la possibilité de bénéficier d'un abonnement avec une remise de 83%, soit 2,03€ par mois ainsi que 4 mois offerts en cliquant sur mon lien dans la description. Merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Bon, maintenant à présent, il est temps de retourner auprès de nos Targaryens préférés. La série Game of Thrones nous a offert des personnages avec des évolutions très intéressantes. Certains comme Theon Greyjoy ou Jaime Lannister m'apparaissent comme pleinement réussis, tandis que d'autres comme Jon Snow ou Daenerys Targaryen restent encore des sujets clivants, en particulier sur le dernier acte. Vu que la saison 1 d'House of the Dragon a rendu son verdict, il est à présent temps de se plonger dans ce qu'elle nous a offert en termes de personnages. C'est donc assez logiquement que je voulais dédier cette première analyse au roi Viserys Targaryen, une figure centrale dans cette première saison. Bonne vidéo à vous! La personnalité du roi Viserys est difficile à saisir. Le personnage passant par toutes les émotions durant la saison 1 d'House of the Dragon, mais aussi dans le livre Fire and Blood d'où est tirée l'adaptation de la série télé. Interprété par Paddy Considine, le roi Viserys Ier Targaryen s'est largement imposé comme le personnage par excellence dans cette première saison, à tel point que le maître en personne, J.R.R. Martin, a tenu à s'exprimer sur le sujet. Voici ce qu'il a déclaré à ce propos, je cite: « Je tiens à féliciter Paddy Considine pour son interprétation du roi Viserys, le premier du nom. Le personnage qu'il a écrit avec Ryan et Sarah et Ty et le reste de nos scénaristes pour la série est tellement plus puissant et tragique que ma première version dans Fire and Blood que je suis à moitié tenté de revenir en arrière et déchirer ces chapitres pour réécrire toute l'histoire de son règne. Paddy mérite un Emmy rien que pour cet épisode 8, s'il n'en obtient pas, eh bien il n'y a pas de justice. » En clair, l'interprétation humaine du personnage a vraiment plu à son créateur. C'est aussi cela le travail d'une adaptation, parvenir à capter les mots écrits dans les livres pour leur donner du sens et les animer à l'écran à travers l'acteur qui incarne le personnage. Il est assez rare que J.R.R. Martin s'exprime sur le casting, les seules fois qui me viennent en tête sont une lettre qu'il a envoyée à l'acteur de Joffrey Baratheon en lui disant assez ironiquement « Félicitations pour votre merveilleuse interprétation, tout le monde vous déteste ». Et aussi je pense à une déclaration en faveur de la performance de l'actrice Dosha dans les premières saisons de Game of Thrones, en disant qu'il a tellement aimé le personnage qu'il va lui donner plus d'importance dans la suite des livres. Peut-être que l'auteur apportera plus de nuances au personnage de Viserys dans le futur, mais là c'est de la pure spéculation. Bref, ne nous écartons pas du sujet, revenons sur Viserys et son règne. Tout d'abord, un petit point historique sur le personnage de Viserys dans la saga s'impose. Petit-fils du roi Aerys Ier Targaryen et fils aîné du couple princier Baelon et Alyssa Targaryen, Viserys est un enfant jovial qui aime particulièrement rire et manger. Il est réputé pour être quelqu'un de doux et généreux, ayant peu d'attrait pour la chasse, les joutes ou le maniement des armes. C'est tout le contraire de son jeune frère Daemon Targaryen, qui manifeste plus d'intérêt pour les arts de la chevalerie. Viserys aime beaucoup son frère et il apprécie son esprit aventureux. En l'an 93 après la conquête, Viserys se rend à Fosse Dragon où il revendique le vieux dragon Balerion qui était sans cavalier depuis de nombreuses années. Devenu lourd et lent, la Terreur Noire peine à se réveiller et passe la plus grande partie de son temps à dormir. Viserys monte sur le dragon, fait 3 fois le tour de la capitale avant de se poser car il sentait que le dragon n'était pas en capacité d'aller plus loin. Il expliquera plus tard à son père qu'il avait voulu emmener Balerion jusqu'à Père Dragon, mais qu'il sentait que le dragon en était incapable.
Moins d'un an plus tard, sans avoir fait grand chose avec son cavalier, Balerion s'éteint paisiblement de vieillesse en l'an 94. Viserys ne revendiquera pas d'autres dragons après la perte de la Terreur Noire. Il épousera par la suite sa cousine Aemma Arryn, qui lui donnera une seule fille, Rhaenyra Targaryen en l'an 97. La mort de son père Baelon en l'an 101 oblige le vieux roi Jaehaerys Targaryen à convoquer une assemblée pour définir les règles de succession afin d'éviter une potentielle crise. Viserys est acclamé comme héritier par les seigneurs du royaume, et le vieux roi se plie à la volonté de Westeros en désignant Viserys comme son successeur. Il accède finalement au trône de fer en l'an 103 et devient alors le 5e roi de la dynastie. La suite, je pense que vous la connaissez bien mieux que moi. Vu que la saison 1 d'House of the Dragon était centrée sur le règne de Viserys Ier et les prémices de la danse des dragons, je me suis dit qu'il serait intéressant de se plonger plus en détail sur ce personnage pour voir si oui ou non on peut considérer Viserys comme un bon roi. L'idée est donc d'analyser tout ce que l'on sait du personnage et d'essayer d'en tirer du positif, au contraire démontrer qu'il n'était pas un roi digne de sa charge. Si je devais qualifier le règne de Viserys d'une manière assez balancée, je dirais qu'il oscille entre l'âge d'or de la dynastie Targaryen et le mythe du roi fainéant. Je parle d'âge d'or parce que malgré quelques crises relativement mineures, le royaume est traversé par une paix notable au sein des 7 couronnes. L'or afflue, les conflits sont rares, le royaume prospère grâce à la route royale construite par son grand-père, les tournois et banquets sont nombreux et témoignent de cette abondance. C'est aussi une ère prospère où les dragons se multiplient, et quand je parle des dragons, je veux bien parler autant des créatures que des Targaryens. La puissance de la famille se matérialise par les créatures ailées, et on en compte quasiment une vingtaine, preuve de sa vigueur. Et pourtant, je dirais aussi que Viserys est un roi fainéant qui se cache derrière ses richesses et spectacles pour marquer un profond mal-être. Le mythe du roi fainéant est une idéologie forgée a posteriori par des historiens de notre propre histoire parlant des derniers souverains de la dynastie des rois francs mérovingiens, une appellation qui fait encore débat dans la communauté historienne. Cette idée se caractérise par des règnes brefs de souverains très jeunes qui amènent à des querelles de succession, ainsi qu'une usurpation orchestrée par les maires du palais de la dynastie Pipinide, comme Charles Martel ou Pépin le Bref, puis les Carolingiens avec le fameux Charlemagne. Les maires du palais surveillaient les rois mérovingiens afin qu'ils ne fassent pas d'actes de pouvoir. Difficile de ne pas y voir une sorte d'image relativement similaire avec le règne de Viserys, où la main du roi Otto Hightower place ses pions le plus proche du roi pour essayer de s'emparer progressivement du pouvoir. Certains ont dit que le roi Viserys était ennuyant et que son règne manquait d'empoigne, ce à quoi l'acteur Paddy Considine a répondu en interview. Je cite: « Il y a cette perception qu'il est faible, ce qui, je pense, est absolument absurde. Il est juste trop compatissant pour le travail. Je pense que c'est le sens du devoir qu'il a atteint. Viserys n'apparaît pas vraiment comme un roi fainéant, il doit jongler avec un exercice du pouvoir qu'il n'arrive pas à bien saisir. Il manque de fermeté et cherche avant tout à se ranger derrière les décisions les plus conciliantes pour éviter n'importe quelle vague au sein de son royaume. C'est d'ailleurs pour cela qu'il va avoir ce comportement avec sa fille dans l'épisode 4 lorsqu'il est au courant de ses agissements. Les actes de sa fille le fragilisent tout autant et il doit rattraper le coup pour éviter que la couronne ne soit mise à mal. Viserys se confond en excuses et fait rapidement profil bas lorsqu'il s'agit de prendre une décision, cherchant avant tout à contenter les deux camps qui s'affrontent. Les exemples ne manquent pas au cours de la saison 1, que ce soit lorsqu'il se présente à la marque pour offrir la main de sa fille à Laenor Velaryon, ou bien lors de la querelle opposant les groupes de sa famille après la dispute ayant entraîné la crevaison de l'œil de son fils Aemond. Il accepte volontiers les compromis, du moment que la fragilité de son autorité n'est pas trop remise en cause. Beaucoup vont aussi profiter de cette situation pour gagner en puissance et prestige au détriment du roi. Viserys est donc vu comme une échelle permettant d'accéder à des hautes fonctions, on se rapproche volontiers du roi mais on ne s'intéresse pas à sa personne ou à ce qu'il ressent. On l'a clairement vu dans l'épisode 1, où à peine le roi venait d'enterrer sa femme et son enfant, que déjà autour de lui on lui indiquait qu'il fallait se remarier. Viserys avait des sentiments et il estimait qu'il n'était pas apprécié à sa juste valeur en tant qu'humain. Mais tout cela c'est parce que Viserys avait une morale, chose qui le caractérise le mieux, puisque c'est sa morale qui lui permet de gouverner selon sa volonté. C'est à la fois une force et une faiblesse, car sa morale lui permet de juger quand il faut agir et quand il ne faut pas. Il devrait théoriquement punir son frère pour ses agissements, mais il ne le fait pas car sa morale lui dicte d'être compatissant avec sa famille.
Il vaut mieux essayer de canaliser Daemon en le grondant plutôt que de l'affronter en face à face en risquant de le braquer. Daemon est par ailleurs suffisamment malin lui aussi pour savoir où se situe la limite avec son frère. Comme l'a très bien dit Paddy Considine, l'interprète de Viserys, il était la seule personne dans ce royaume qui avait une putain de morale. Il tient tout ensemble aussi longtemps qu'il le peut, il croyait au devoir avant tout. Viserys se sentait investi par quelque chose, une volonté de tenir le royaume et mettre ainsi fin à l'anarchie. Il voulait continuer sur la même lancée en essayant de conserver un semblant d'autorité à travers des symboles. La couronne de Jaehaerys, le trône de fer ou encore l'épée feu noir qu'il n'hésite pas à brandir comme un sceptre. Puis au fur et à mesure que la saison avancera, il délaissera son symbole d'autorité qu'est l'épée du conquérant pour se mouvoir avec une canne. Il adoptera en parallèle la dague d'Aegon, plus petite et restreinte, mais aussi une arme qui conserve en elle le message du conquérant. Avec ce changement symbolique, Viserys se sentait habité par une mission quasi divine, notamment grâce au fait de conserver puis transmettre la prophétie d'Aegon Targaryen. Une vision qu'il ne transmettra qu'à sa fille Rhaenyra, même si effectivement il la dévoilera aussi à Alicent Hightower sans que cette dernière n'en saisisse la subtilité. Puis plus tard, c'est sa fille Rhaenyra qui essaiera à son tour d'en toucher 2-3 mots à son époux Daemon, qui lui dira sans détour que son frère Viserys était prisonnier des prophéties. On voit que plus la santé du roi décline, moins il cherche à faire preuve d'autorité et plus il va s'enfermer dans ce rôle de messager prophétique. C'est en cela que le rôle du masque est important. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette symbolique du masque. Le fait que le personnage se cache en partie le visage symbolise qu'il a quelque chose à cacher. Outre sa maladie qui le défigure progressivement, c'est aussi un moyen pour lui de s'enfermer dans un autre rôle. Devenir roi coûte beaucoup, que ce soit physiquement ou bien mentalement, et Viserys en a payé le prix fort. Ce n'est pas qu'une vie remplie de luxure et pouvoir, c'est aussi une vie de sacrifice où l'on ne peut plus rien faire comme on l'entend car nos moindres faits et gestes sont scrutés. Mais son attitude et le fait qu'il porte un masque me font étonnamment penser au roi Baudouin IV de Jérusalem. Outre le fait qu'il était représenté avec un masque dans le film Kingdom of Heaven à cause de sa maladie comme Viserys dans la série House of the Dragon, Baudouin IV était le roi d'un royaume qui se divisait entre chrétiens et musulmans, en particulier au sein de la ville sainte de Jérusalem où les religions étaient au cœur des conflits. Il devait apprendre à gouverner dès son jeune âge, un peu comme Viserys qui arrive sur le trône très jeune et qui devra jongler avec les groupes au sein de sa propre famille. Viserys dévoilera plus tard son visage pour montrer ce que lui a coûté le trône et qu'il n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut autrefois. La maladie s'est emparée de lui progressivement. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette symbolique de dernier repas où la partie malade se situe du côté des verts tandis que la partie saine est du côté des noirs. Peut-être que j'exagère, mais je trouve quand même cette symbolique assez forte. Paddy Considine l'a d'ailleurs très bien résumé là aussi dans une déclaration, je cite à nouveau, « C'est sa chance de montrer à tout le monde ce que lui a coûté d'être roi. Toutes les putains de brouilles au sein de sa famille ont fait des ravages. Il leur demande de le voir comme un père ou un frère, pas comme un roi, parce qu'il n'est pas valorisé en tant que personne tout en étant cette figure de monarque. » En effet, on en revient sur ce que je vous ai dit précédemment, les nobles et sa famille n'ont vu en lui qu'un moyen pour arriver à leur fin. Personne ne s'est soucié du roi en tant qu'humain, et les gens se sont plutôt intéressés à lui par intérêt. Viserys s'est quelque peu laissé enfumer par ses vautours qui attendaient patiemment que le roi meure, ou bien qu'il leur porte la moindre attention. Il s'est laissé gouverner par ses émotions, et c'est peut-être en cela qu'il est un roi d'apparence faible, expliquant par la même occasion la danse des dragons et le manque de clarté sur sa position. Si tout avait été mieux cadré, les choses auraient été sans doute bien différentes. En conclusion, je ne pouvais achever cette réflexion sur le personnage et son exercice de la royauté sans évoquer encore une fois une déclaration faite par l'acteur Paddy Considine. Voici ce qu'il a déclaré lors d'une énième interview, je cite « Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant chez lui, c'est qu'il n'était pas corrompu par le pouvoir. Il voulait juste la paix. Il voulait que les gens soient heureux à la fin de la journée, mais cela le rend faible. Alors qu'est-ce qui l'aurait rendu plus accessible s'il était un dictateur, s'il était un tyran, s'il était plus satisfaisant? Ce n'est pas qui il est. Viserys était avant tout un personnage doux qui voulait essayer de maintenir la paix du roi coûte que coûte. Il a cherché à s'appuyer sur ses conseillers pour écouter les conseils afin de mieux gouverner. Ce manque de poigne peut se traduire par une faiblesse ou un manque de volonté, mais c'est quand même partie intégrante de sa personnalité. Viserys traduit une autorité royale déclinant à vue d'œil au fil des épisodes, tandis que grandissait celle des deux clans qui composent sa famille.
Un roi que je qualifierais quand même de bon, qui aura régné tant bien que mal afin de maintenir la cohésion au sein d'une famille divisée. Donc pour moi oui, c'est un bon roi, même si effectivement, du point de vue de sa personnalité, certains aspects laissent à penser que ça ne l'était pas. C'est sur cette ultime réflexion que s'achève notre récit et analyse, et j'espère que cela vous aura ouvert des perspectives de réflexion intéressantes sur Viserys et sa façon de gouverner le royaume. Encore merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo, et je vous rappelle qu'il y a une offre actuellement, allez checker mon lien dans la description pour obtenir une offre défiant toute concurrence. On se quitte en musique, et on se dit à très bientôt pour d'autres analyses, bye tout le monde.